on va parler un petit peu de réponses aléatoires. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà triché lors d'un contrôle durant la pandémie? On prend les cours en ligne. Moi, quand je donne des examens en ligne, je vérifie pas. Je n'ai pas de logiciel qui va vérifier si vous trichez ou non. Est-ce que les gens ont triché ou pas? Si je vous pose la question et que vous me répondez oui, je devine que c'est la vérité. Ça prendrait une personne spéciale pour répondre oui quand en fait il n'y avait pas triché. Ça se pourrait, mais c'est peu probable. Il y a un coût social associé à une réponse, par exemple. Si vous vous faites attraper ou si vous avouez d'avoir triché, ben, il y a peut-être des conséquences. Fait qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des tricheurs qui répondent « Non, j'ai pas triché ». Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour essayer de déterminer la proportion, par exemple, des gens qui trichent, sans nécessairement déterminer si une personne en particulier a triché ou non? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour essayer de réduire l'erreur de mesure quand on a des questions délicates? Quand les gens nous mentent et ne nous donnent pas la bonne réponse, ben, on ne mesure pas la bonne réponse. Et puis, si on sert de la mauvaise réponse dans notre analyse, ça vient fausser notre analyse. Ben, la première approche, c'est, si vous avez des questions délicates, la compétence de l'enquêteur joue un rôle crucial. Une bonne enquêteur serait capable, possiblement, d'aller chercher la vraie réponse. Mais ça prend beaucoup de formation, ça prend beaucoup de temps pour établir un rapport, un lien avec la personne avec qui on a l'entretien, ça coûte cher. Il ne faut pas négliger ce volet-là, mais c'est peut-être pas la seule façon de s'y prendre. Une deuxième approche qu'on utilise, c'est la technique de la réponse aléatoire. La réponse aléatoire demande que vous utilisiez deux questions. La question délicate à laquelle vous vous intéressez vraiment, puis une question innocente. Une question pour laquelle il n'y a aucun coût social associé à une réponse. Puis vous avez aussi besoin d'un mécanisme aléatoire à paramètres connus. Quelque chose comme lancer un dé, puis j'ai une carte dans un paquet de 52 cartes, tiré à pile ou face, ou ainsi de suite. Le principe est simple. La répondante, mettons, tire à pile ou face, sans annoncer le résultat à l'enquêteur. Mettons que c'est un pile, elle ne dit pas. Elle le garde pour elle. Puis elle va répondre honnêtement à une des deux questions. Si elle a tiré à pile ou face, puis elle a obtenu un face, elle va répondre à la question « Avez-vous déjà triché lors d'un contrôle? » Si lorsqu'elle tire à pile ou face, elle obtient pile, elle répond à la question « Êtes-vous né en janvier? » Mais elle ne dit pas à l'enquêteur à laquelle des deux questions elle répond. On ne connaît pas le résultat du tirage au sort. On ne sait pas si c'est la réponse à la question délicate ou la question innocente. En théorie, dans ce cas-là, l'anonymat qui est assuré par la réponse aléatoire va faire en sorte que les répondants vont répondre librement. Il n'y a pas de coût social. Il y a moins de coût social. On pourrait s'attendre à une réponse honnête, dans ce cas-là, indépendamment de la question. C'est une approche qui va seulement être utile si vous connaissez les probabilités suivantes. Vous devez connaître la probabilité θ d'observer une réponse positive à la question innocente. Vous devez connaître la probabilité, par exemple, que les gens soient nés en janvier. À peu près un 12e. Pas exactement un 12e, mais à peu près un 12e. Vous devriez connaître la probabilité ρ d'avoir posé la question délicate. D'avoir la question délicate qui est la question à laquelle les répondants répondent. Dans le pile ou face, ça serait une probabilité de 50%. Puis la probabilité φ d'observer une réponse positive indépendamment de la question. Fait que si la proportion de réponses positives à la question délicate, c'est P, ça c'est la question, la quantité que vous cherchez vraiment, ben phi, ça serait la probabilité d'obtenir une réponse positive. Et là, selon le théorème, ou un des théorèmes qu'on a vu en probabilité,
ça serait la probabilité d'obtenir une réponse positive, étant donné que la question qui avait été posée, la question à laquelle on répondait, c'est la question délicate, fois la probabilité de répondre à la question délicate, plus la probabilité de donner une réponse positive à la question innocente, fois la probabilité de poser la question innocente. Ben, la probabilité de donner la réponse positive à la question délicate, c'est P. La probabilité, P étant la quantité qu'on recherche, la probabilité de poser la question délicate, c'est ρ. Dans l'exemple de tirer à pile ou face, ça serait 50%. La probabilité de donner une réponse positive à la question innocente, c'est θ. Dans l'exemple qu'on vient de faire, c'était 1/12e. Puis la probabilité de poser la question innocente, dans le pile ou face, c'était 1 moins ρ, 1 moins 50%, 50%. Fait que phi, c'est égal à P fois ρ plus θ fois 1 moins ρ. Puis nous, on s'intéresse à P. Fait qu'on l'isole là-dedans. P, ça devient phi moins θ fois 1 moins ρ divisé par ρ. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît le θ. On connaît le ρ. Le phi, on peut l'évaluer en calculant directement la proportion des réponses positives qu'on a obtenues dans notre échantillon. Alors là, alors, ça nous donne notre estimateur de proportion pour la réponse aléatoire. Ça serait phi chapeau moins θ fois 1 moins ρ divisé par ρ, puis θ et ρ, ici, seraient des constantes. Fait que la variance de cet estimateur-là, la variance d'échantillonnage de l'estimateur, ce serait la variable de phi chapeau moins θ fois 1 moins ρ divisé par ρ. Ben, j'ai vraiment phi chapeau sur ρ moins θ fois 1 moins ρ sur ρ. Θ fois 1 moins ρ sur ρ, c'est une constante. Fait que la variance d'une variable aléatoire plus une constante, on peut se débarrasser de la constante. Fait que il me reste la variance de phi chapeau divisé par ρ. Puis ça, ben, le ρ, c'est une constante. Fait qu'on peut le sortir en l'élevant au carré. 1 sur ρ au carré fois la variance de phi chapeau. Mais phi chapeau, c'est l'estimateur d'une proportion dans une population de taille n. C'est la proportion des réponses positives. Fait que ça, c'est une variance d'échantillonnage que l'on connaît. C'est la variance d'une proportion, d'un EAS. Ça fait que ça ferait phi fois 1 moins phi divisé par la taille de l'échantillon, fois le terme de correction en population finie. Alors, la variance d'échantillonnage, l'estimateur de la proportion avec la réponse aléatoire, ça serait donc 1 sur ρ au carré fois phi fois 1 moins phi divisé par n fois le terme de correction en population finie. En général, vous ne connaissez pas phi, fait qu'on sert de l'estimateur non biaisé. On remplace phi par phi chapeau, n par n-1, puis le terme de correction en population finie par le terme correspondant, 1 moins n sur n, puis on construit l'intervalle de confiance de P à environ 95% de la façon habituelle, l'estimateur plus ou moins 2 fois la racine carrée de la variance approximative. Le facteur 1 sur ρ carré, c'est un facteur de pénalité. Il y a une incertitude, parce qu'on ne sait pas si la personne répond à la question délicate ou à la question anodine, à la question innocente. Si cette quantité-là ρ est élevée, la variance est faible. Mais si le ρ est trop élevé, l'anonymat s'évapore. La personne va peut-être penser que vous savez à quelle question elle répond. Fait qu'il faut garder une probabilité ici qui n'est pas trop élevée. Puis si la probabilité n'est pas trop élevée, bien ce terme-là fait en sorte que la variance d'échantillonnage est assez large. On perd un petit peu de précision. Fait que si on veut déterminer l'incidence de tricherie chez les étudiants du département de mathématiques et de statistiques lors des cours offerts en ligne, on a une population de 442 étudiants au département de mathématiques et statistiques. On fait un échantillon de taille 65. On se sert du stratagème que j'ai décrit plus tôt, avec le tir pile ou face. Avec ρ, ça serait 1 sur 2.
On va observer les quantités suivantes. Θ, c'est 52 sur 442. Puis Phi, chapeau, c'est 21 sur 65. Fait que j'ai 52 étudiants sur 442 qui étaient nés en janvier, par exemple. Fait qu'on va trouver l'intervalle de confiance pour la proportion des étudiants qui ont triché pendant la pandémie. Fait qu'il y a 21 personnes qui ont répondu oui quand j'ai fait mon truc. Je savais qu'il y avait 52 de mes étudiants qui étaient nés en janvier. Je calcule l'estimateur de la proportion de réponses aléatoires. Fait que j'ai mon phi chapeau ici. Moins θ fois 1 moins ρ divisé par ρ, ça me fait 0,53. Fait que je m'attendrais vraiment à ce qu'il y ait à peu près 50% des étudiants, 53% des étudiants qui ont triché lors d'un contrôle. Puis je fais la variance approximative, je me sers de la formule 1 sur ρ carré fois phi chapeau fois 1 moins phi chapeau divisé par 1 de moins que la taille de l'échantillon fois 1 moins le taux d'échantillonnage, 65 sur 442, ça me fait 0,0212. Alors si je fais 2 fois la racine carrée de ce truc-là, puis je rajoute, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 0,71 ici, mais ça c'est 0,53. C'est clair. Ben, ça finit par me donner un intervalle de confiance entre 31% et 74%. Vous conviendrez avec moi que c'est un taux assez élevé de tricherie dans les contrôles pendant la pandémie.